En 1920, je publiais mon premier livre, un conte d'auteur, La relève du matin. Et cependant, la date cruciale de ma vie, à cette époque, ne fut pas mon premier livre, La relève du matin, ni même mon second, Le songe, qui me donnèrent tout de suite une situation littéraire. C'est le 15 janvier 1925 que je liquidai la maison familiale pour la bonne raison que tout le monde y était mort. Je mis tout ce qui restait au garde-meuble et, muni de 2 valises, je partis pour 10 ans de voyage que j'ai appelé 10 ans de nomadisme en Méditerranée, en Italie, en Espagne et surtout dans l'Afrique du Nord. Je débutais naturellement par l'Espagne. Je me liais avec un homme que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si au moment où ce film sera projeté, on connaîtra encore son nom, mais enfin, c'était le grand matador Belmonte, Juan Belmonte, qui fut un des monuments de son art. Il se suicida 4 jours avant d'atteindre ses 70 ans. Et j'ajoute aussi cette parenthèse parce qu'elle est, j'allais dire, amusante, c'est vraiment pas le mot, elle est tout de même curieuse. Il se suicida, si je peux dire, au su et au vu de tous, puisqu'il s'envoya 2 balles dans la bouche, et il fut enterré dans la catholique Espagne en grande pompe à la cathédrale de Séville. Ce qui prouve que l'Église, même l'Église d'Espagne, tolérait à ce moment-là le suicide dans certaines circonstances. On a dû dire qu'il avait eu un accès de folie, je ne sais pas ce qu'on a dit, mais enfin, ça m'a paru une chose très étrange, surtout pour l'Église espagnole. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années. J'arrivais moi-même naturellement à être blessé en travaillant un taureau dans un pâturage et je reçus un coup de corne dans le dos qui me laissa une estafilade de 11 cm de long. Durant toutes ces années, alors qui suivirent, les années 26, 27, 28 et 29, je ne fus pas très heureux, bien qu'ayant réalisé la liberté, j'avais de l'argent qui me venait de ma grand-mère, j'avais de la fortune, j'étais complètement libre, j'étais seul, je faisais tout ce qui me passait à travers la tête, et ça consistait à aller d'un bord à l'autre de la Méditerranée sans jamais être très heureux. Je me fiançai en 1927 pour la première fois. Ça ne dura que 4 mois. Enfin, c'était de véritables fiançailles. Je retournais donc en Espagne, je retournais enfin en Méditerranée et tout ça. Et je ne trouvais vraiment le repos, et ça fut très instructif pour moi, qu'au moment où je m'installais complètement à Alger, dans un appartement meublé, et où je me mis à écrire La Rose de Sable. Je passais donc 2 ans et demi à écrire ce roman, et aussitôt que je l'écrivis, aussitôt que je l'eus écrit, au bout de ces 2 ans et demi, de grand bonheur, j'étais très heureux à Alger. Je n'ai pas été aussi heureux qu'à Paris. C'est à Paris que j'étais le plus heureux, mais enfin j'étais très heureux à Alger. Je revins en France, et là, je sentis tout de suite, c'était en 1932, je sentis tout de suite que la guerre était imminente. En quoi je me trompais, puisqu'il devait y avoir encore se passer 7 ans. J'ai vu André Gide, avec qui nous avons eu des relations, je dirais un peu comme avec ma mère dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous disais c'était la chatte et son chat. Tantôt on se mordait, il disait les choses les plus désagréables sur moi, et tantôt il disait aussi les choses. Je ne vous ai pas apporté de cahier de citations d'éloges sur moi, mais enfin il a dit notamment sur Pasiphae, et vraiment les choses les plus fortes qu'un écrivain puisse dire dans l'admiration sur un autre de ses confrères. Je l'ai fréquenté un petit peu à Alger surtout, car il cherchait l'année du centenaire, il voulait un appartement, et j'ai eu la gentillesse un petit peu intéressée, je dois le dire, en me disant il me revaudra ça. J'ai eu la gentillesse d'aller à l'hôtel et de lui laisser mon appartement. Et il a trouvé que mon appartement n'était pas assez chic, et il est parti au bout de 3 jours, il est parti au bout de 4 jours, me laissant mon appartement en très mauvais état, mais ça c'est une autre question. Et je n'ai pas eu du tout l'idée de noter les conversations que nous avions ensemble, où d'ailleurs nous faisions guère que rigoler. Malraux. J'ai rencontré plusieurs fois Malraux dans ma vie, bien entendu, mais je n'ai vu une fois longuement Malraux que chez Daniel Halévy,
au moment où il a dû publier son premier livre, et j'ai été comme tout le monde, comme ça s'est passé toute sa vie. Pour lui, j'ai été ébloui par sa conversation. J'ai d'ailleurs, lui ai toujours témoigné beaucoup de respect. Les gens qui m'ont lu savent que dans le premier livre de mes carnets, au moment où j'ai lu L'Espoir, j'étais moi qui étais son aîné d'une dizaine d'années, je lui ai écrit une lettre d'admiration dans laquelle je lui disais mon respect. C'est un mot qui ne court pas les rues d'un aîné pour son cadet de 10 ans. Alors Bernanos, c'est vers 1932 ou 1933 qu'il est venu me voir. Il y a de quoi frémir quand on raconte ça. Il est venu me voir pour me demander d'être rédacteur en chef du Figaro. Ça allait abracadabra, c'était le Figaro de Coty. Mais moi, rédacteur en chef du Figaro, enfin, c'est ahurissant. J'ai tout de même réfléchi 2 jours avant de répondre, au lieu de dire non, écoutez, regardez-moi, c'est pas possible. J'ai réfléchi 2 jours et je lui dis non, j'ai bien fait parce que j'aurais été viré au bout de 8 jours. Enfin, je ne sais quoi, il y a eu un drame tout de suite. Et il avait été lui-même, je crois, il avait été 8 jours, je crois, rédacteur en chef du Figaro, c'était le Figaro de Coty. Et je revins à Paris où j'ai publié Les Célibataires, qui eurent un grand succès, qui furent en réalité mon premier roman à succès, où je fus reçu d'une façon très très chaude par tout le monde, malgré une absence de 2 ans et demi, et où M. Doumic me proposa le Grand Prix de littérature de l'Académie française, et que j'acceptais très volontiers, et qui fut en somme mon premier honneur. Je me fiançai pour la seconde fois. J'ai une amitié affectueuse pour cette jeune personne pendant 8 mois exactement, et à la fin je me fiançai. Les raisons pour lesquelles je me défiançai fut que je vis que je n'étais pas fait du tout pour la cohabitation. J'ai besoin d'être seul, et fût-ce la cohabitation aujourd'hui, quand ma secrétaire est là, même quand mon domestique est là, j'attends toujours le moment où il est parti. Ce n'était pas des bonnes conditions pour le mariage. La seconde raison fut que j'étais extrêmement volage, extrêmement papillonnant, et qu'il fallait 2 solutions. Ou bien c'était la partouze, vous comprenez, raconter à ma femme, tu sais, aujourd'hui, bah, j'ai vu Francine, etc., etc. Ce genre ne me plaisait pas. Et l'autre, c'était de lui dire, tu sais, je vais ce soir au banquet des anciens combattants, n'est-ce pas, alors qu'on allait à la rue de la Ferrière. Vous comprenez, c'était les deux genres ni le mensonge, ni la partouze ne me plaisaient, je voyais que ça ne s'arrangerait pas très bien. Je fis donc tout ce que je pus pour me défiancer, je me défiançai, et malgré les notaires et tout le fourbi que je vous ai raconté, et je dois dire que cette seconde fois, comme la première, cela se passa très gentiment de part et d'autre, que ces familles qui auraient pu me causer au fond pas mal d'ennuis, n'est-ce pas, ne m'en firent aucun. Et c'était moi qui, ayant parlé le premier de mariage, était tout à fait dans mon tort, car cette malheureuse fille, qui était ravissante d'ailleurs, cette malheureuse fille fut pendant 8 mois, un jour je lui disais oui, un jour je lui disais non, c'était une véritable comédie. J'ai d'ailleurs fait passer tout cela dans Les Jeunes Filles, qui sont en grande partie un livre composé de gags à la Charlot, qui sont en grande partie un livre comique. La guerre éclata, je cherchais à m'engager vaguement dans la Croix-Rouge, je fus rebuté, et c'est ainsi que je restais 3 semaines, c'est pas très long, mais enfin, ça me parut très long. Je restais 3 semaines correspondant de guerre de Marianne, mais non officiel. Je envoyais simplement, je partis pour le front dans un camion comme ça, entre l'Oise et l'Aisne, simplement avec une lettre de M. André Rouveau dans ma poche. Je passais 3 semaines difficiles, parce que je n'étais plus jeune, et parce que je n'étais en subsistance nulle part. Il fallait donc que je trouve, et parce que j'étais ensuite tout le temps arrêté par la police, et que en réalité je risquais de dévoiler les plus vilaines histoires. J'étais sur le front, sans titre, véritable. Tout ça se termina par un éclat de bombe ridicule dans l'Aisne, tout petit.
et qui me permit de revenir à Marseille quelques jours avant la déclaration de guerre de l'Italie. Et je restais à Marseille, surtout à Nice, beaucoup plus à Nice qu'à Marseille. Je restais dans le Midi jusqu'à mai 1941. La pièce reçut un accueil de la critique moyen, mais reçut un accueil très chaud du public. Elle dura à la Comédie Française, je crois, 325 représentations, ce qui est beaucoup pour la Comédie Française qui joue en alternance. Et elle fut en somme, avec Le Soulier de Satin, et avec d'autres pièces dont on parle moins, comme Les Mouches de Sartre, n'est-ce pas, et d'autres pièces qui furent jouées sous l'occupation. Elle fut un des grands succès de l'occupation. J'ai vu Ernst une fois sous l'occupation, et je crois que, pour dire franc, je n'avais rien lu de lui, n'est-ce pas? C'est toujours une situation difficile pour des écrivains dont l'un n'a rien lu de l'autre. Je m'en suis tiré comme j'ai pu. Je n'ai pas, depuis, il ne m'a pas envoyé ses livres, sauf un qui m'a envoyé il y a 2 ans environ. Vraiment, il y a un de ses livres qui m'a beaucoup frappé, ce qui s'appelle, je crois, en français, Orage d'acier. C'est bien ça. Alors ça, les livres sur la guerre, toute sa partie de livres de guerre m'a beaucoup intéressé et m'a donné pour lui un grand respect. Sa partie de prosateur, je ne sais pas l'allemand, j'en ai lu une partie en français, je dois dire franchement qu'elle m'intéresse moins. Enfin, c'est pas une chose contre lui, ça ne m'intéresse pas. Le solstice de juin fut attaqué par certains de la résistance à la fin de la guerre, au moment où approchait la fin de la guerre. Mais il ne fut jamais interdit, là je dis des choses précises, je ne passais jamais devant un tribunal quelconque, sauf devant des tribunaux de confrères. Je passais devant un tribunal d'épuration de la Société des gens de lettres, qui m'innocenta complètement et entièrement. Et je passais ensuite devant un tribunal d'épuration composé de certains écrivains de la Résistance. Depuis lors, je n'ai plus quitté Paris et vraiment ma vie se confond avec celle de mes œuvres. En 1954, quand je publiais Port-Royal, j'ai annoncé que je prenais ma retraite d'auteur dramatique. C'était allé un peu vite puisque j'ai encore écrit 4 pièces. Mais en fait, je prenais une sorte de retraite, je prenais véritablement une sorte de retraite qui était de m'éloigner davantage encore du monde et de ce qu'on appelle les gens en général. Sur cette question de la solitude, monter en onde solitaire, ça on en a raconté beaucoup de choses. Il est entendu que je ne suis pas d'un tempérament à sortir beaucoup, ni je ne vois pas beaucoup mes confrères, ni les gens du tout Paris. Mais ma vie est une vie en réalité très encombrée. Les auditions d'acteurs, les répétitions, les rapports avec les personnes qui s'occupent de mes ouvrages, notamment de mes ouvrages de luxe, les étrangers qui écrivent des thèses sur moi et qui viennent me voir, les étudiants qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit, qui font maintenant des mémoires de maîtrise sur moi, que je reçois aussi, font que je suis presque un solitaire et que je préférerais l'être davantage. Et secondo, que supposez même que je fusse un solitaire, je reprendrai la phrase de Tolstoï qui dit très exactement dans son journal « Tout ce que j'ai fait de bon a été fait dans la solitude ». Écrire des livres comme ceux que j'ai écrits demande beaucoup de contention d'esprit. Je crois que la vie est une sorte de mouvement de respiration dans lequel on insuffle et dans lequel on expire. J'ai insufflé beaucoup de la vie, car j'ai beaucoup vécu, beaucoup plus que je n'ai écrit, et ma vie a toujours passé, tout moins ma vie privée, a passé pour moi toujours avant mon œuvre, et il y a donc ce mouvement d'expiration et de respiration qui est vital et qui a constitué ma vie.
De cette vie, on dira ce qu'on voudra, puisque tout est toujours inventé. Il suffit de voir comment, de votre vivant, un homme public, sans qu'il réponde jamais, sans qu'il proteste jamais et sans qu'il rectifie jamais, est traité, pour qu'on se rende compte comment il sera traité après sa mort. Et d'autre part, reste l'œuvre dans la mesure où elle restera, est une mesure très douteuse,